judge has given me a gag order and said you'll go to jail if you violate it. And frankly, you know what? Our Constitution is much more important than jail. It's not even close. I'll do that sacrifice any day. Donald Trump en prison pour outrage au tribunal, d'avoir défié le bâillon imposé par le juge Merchan, de ne pas s'attaquer aux témoins, aux jurés ou à la famille du juge et d'autres personnes. C'est la menace qui pèse contre lui, puis il semble ici très, très défiant. Alors, est-ce qu'on risque de voir Trump en prison dans les prochains jours? Mon invité, Piotr Smolar, correspondant permanent pour Le Monde à Washington. Mais ce soir, il est à New York. Il va passer la semaine à New York pour suivre cette troisième semaine de procès. Bonsoir, Piotr. Bienvenue à 24/60. Merci beaucoup. Alors, on en a déjà parlé du procès, mais qu'est-ce que c'était pour vous de vous retrouver ce matin lorsque le juge Merchan s'est adressé à l'ancien président Trump pour lui signifier cette menace qu'un jour, peut-être qu'il pourrait se retrouver en prison? Il faut dire que ça se passe en dehors de la présence du jury, ce genre de procédure. Vous savez, c'est très important quand on suit un événement aussi majeur de pouvoir voir directement, physiquement, les lieux où se joue ce drame judiciaire, cet événement judiciaire d'une importance historique. Ce n'est pas la même chose que de l'appréhender au travers d'articles de presse. En plus, vous savez qu'on n'a pas l'image, puisque malheureusement ce procès n'est pas retransmis à la télévision. Donc c'est vrai que c'est très très saisissant de voir le théâtre avec tous ces acteurs. Et dans ce théâtre, le juge Merchan, que vous avez mentionné, il joue évidemment un rôle absolument fondamental parce que c'est le régisseur de l'audience. Et il a commencé cette journée de lundi par une sorte vraiment de coup de poing sur la table, lui qui est quand même très, très apaisé et très modéré comme régisseur de ces débats. Il a clairement dit à Donald Trump qu'il voyait bien que les amendes de $1 000 qui étaient infligées à chaque violation de son gag order n'étaient pas des amendes dissuasives et qui passait son temps à violer ce gag order encore et encore. Et donc, il lui a dit qu'il y avait une perspective d'incarcération, non pas une certitude d'incarcération, mais une perspective possible s'il continuait sur la même voie. Donc, évidemment, en sortant, Donald Trump a, comme d'habitude, péroré, brandi la Constitution, comme dans l'extrait que vous avez diffusé il y a quelques instants, mais on a aussi le sentiment qu'il tient compte de cet avertissement car il a évité un certain nombre de questions de journalistes un peu précis sur les jurés ou sur la conduite des débats. Alors, croyez-vous, parce que personne n'y croit, hein, depuis le début de ce procès, personne n'y croit qu'on verra Donald Trump un jour derrière les barreaux pour quelques heures, une journée, une semaine, un mois, un an. Là, personne n'ose y croire. Mais dans les propos de Donald Trump à la sortie du procès, il semblait dire, la Constitution, je suis prêt à faire ce sacrifice pour faire respecter la Constitution. Prenez-vous ça au sérieux? Écoutez, d'abord, on ne lui connaissait pas cet aspect sacrificiel, ni cet attachement à la Constitution quand on repense à l'assaut du 6 janvier et au fait qu'il était resté pendant 180 minutes devant son téléviseur à regarder les assaillants essayer de s'emparer d'un des lieux les plus forts et les plus symboliques de la démocratie américaine. Mais cette ironie mise à part, il faut toujours distinguer les mots et les faits avec Donald Trump. On va voir au cours des prochains jours si il adopte une stratégie de communication un tout petit peu plus rigoureuse que n'a été jusqu'à présent. On peut en douter. En même temps, vous savez, ce juge qui tient beaucoup à l'intégrité des débats dans sa salle d'audience, il s'est fixé à lui-même une sorte de ligne rouge. C'est toujours le drame des lignes rouges, c'est que soit on les fait respecter, soit alors on apparaît en situation de faiblesse. Et je n'ai pas l'impression que ce juge ait envie d'apparaître comme étant faible et comme ne tenant pas sa propre parole. Donc, voilà, c'est la confrontation entre deux volontés, la volonté du droit, la volonté d'assurer l'intégrité de l'audience, et de l'autre côté, c'est la volonté d'un homme de continuer à diffamer ce système judiciaire américain qu'il prétend être braqué contre lui. Oui, le juge est déterminé à faire respecter l'intégrité du système, mais politiquement, est-ce que ce serait payant pour Trump de se retrouver menotté derrière les barreaux ou pas? Un pari risqué pour lui? Alors, il y a les calculs politiques et puis il y a aussi la dimension psychologique. Et je pense qu'il faut distinguer les deux. Sur le plan politique, évidemment, vous auriez dans l'heure même de nouveaux appels à des levées de fonds auprès des
auprès de ses partisans dans le monde MAGA. Mais sur le plan psychologique, on le sait par des témoignages, par des confidences faites par des proches, que Donald Trump a toujours eu une espèce de hantise de l'incarcération. Ce n'est pas du tout quelque chose, ce ne serait pas du tout une expérience qu'il vivrait confortablement ou en roulant des mécaniques. Ce serait quelque chose pour lui sans doute d'assez traumatisant sur le plan humain, sur le plan symbolique, malgré évidemment les conditions toutes particulières qui seraient mises en place dans le cas d'un ancien président. Je ne sais pas si les services secrets se préparent actuellement, mais en tout cas, ils l'accompagneraient en prison. Alors peut-être ça pourrait être dans une chambre d'hôtel de luxe, la prison, on ne sait jamais. On ne sait rien. Ça n'arrivera peut-être pas. Petite question avant de se laisser, puis on va se retrouver peut-être demain même pour faire le point à nouveau, puis à ce moment-là. Est-ce que la preuve avance? Parce que, évidemment, falsifier des registres d'affaires, c'est une chose. Où en est le camouflage? Est-ce qu'on commence à attacher les ficelles entre ce fameux paiement, qui n'est pas illégal en soi, mais le fait de vouloir le camoufler sous des dépenses légales? Oui, vous savez, on a eu 2 premières semaines d'audience qui étaient assez spectaculaires, vraiment avec beaucoup de révélations sulfureuses, de noms propres, de vedettes jetées en pâture dans le cadre de l'ambiance. Et aujourd'hui, c'était une journée très, très sobre. Il fallait vraiment avoir fait des études de comptabilité pour se passionner pour l'ensemble des débats qui parfois étaient incroyablement techniques, mais en même temps, il ne faut pas se tromper, c'est là vraiment le cœur de l'accusation. C'est ce que le bureau du procureur Alvin Bragg doit démontrer, qu'il y a eu d'abord qu'il y a eu une fraude dans les documents comptables et qu'ensuite cette fraude a été utilisée pour commettre un autre délit qui est la perturbation du processus électoral parce que des informations clés auraient été cachées au public américain avant l'élection présidentielle de 2016. Donc on avance pas à pas. L'ensemble du puzzle, la cohérence va apparaître sans doute dans la dernière ligne droite, après l'audition notamment de Michael Cohen, l'ancien avocat de Donald Trump, et puis au moment évidemment où le bureau du procureur devra dessiner devant les 12 jurés la cohésion de l'ensemble. Il reste quelques secondes. Est-ce qu'on sait qui va témoigner demain? Parce que Cohen et Stormy Daniels sont très attendus. On ne sait pas quand encore. On ne le sait absolument pas. Et d'ailleurs, les avocats de Donald Trump passent leur temps à s'en plaindre, à dire qu'on avance dans le noir, on ne sait rien. C'est juste la veille qu'on apprend l'identité des prochains témoins. Et donc, les journalistes en sont tenus exactement à la même pénombre. Je n'ai pas la moindre idée qui sera demain dans la salle d'audience. À suivre. On se parle demain, puis à ce moment-là, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.